Merci de renouveler votre confiance à New World Economy à l'heure de Éco-Jeune. Le romantisme, considéré comme le sel de l'amour, produit une véritable mystique, un idéal de plénitude et de communion entre soi et l'être aimé. Il est perçu pour certains également comme un standard non à la portée de tous. Qu'en est-il des jeunes Togolais? Nous en parlons donc sur ce plateau avec nos invités du jour. Valère Dovi Sassou, il est sociologue de formation. Valère, merci d'être avec nous sur ce plateau. Ça va? Ça va très bien, c'est moi qui te remercie. Merci vraiment pour l'invitation. Et je suis très content d'être encore dans ce studio. Ça va manquer parce que ça fait un moment. Et c'est vraiment une joie de retrouver Rachel, de retrouver Arnold. Naturellement, alors cette émission se fera également avec Rachel Akinsola, juriste de son État. Rachel, oui. Bonjour et merci d'être avec nous sur ce plateau également. C'est toujours un plaisir. C'est un plaisir, n'est-ce pas? Oui. Alors, nous ferons également cette émission avec Arnold Akapo. Il est directeur de société et formateur à l'école des jeunes célibataires. Et bien entendu, pour ce terme, nous avons bel et bien besoin de lui. Arnold, un grand plaisir d'être avec nous également donc, sur ce plateau. Oui, merci Coco. C'est un réel plaisir d'être avec vous sur ce plateau aujourd'hui. Alors, quand on parle déjà de l'école des jeunes célibataires, est-ce que Arnold pourra nous en dire C'est très important pour nous de savoir, d'avoir une idée avant de lancer véritablement le thème du jour. Ok, merci. L'école des jeunes célibataires équilibrés. C'est la première fois que j'entends ça. Justement. On y va. Non, en fait, c'est une école mise en place pour former les jeunes, les accompagner, les jeunes qui sont célibataires, les accompagner dans le processus, les amenant dans un mariage épanouissant. Donc, c'est ce que nous faisons dans cette formation. Super. Alors, Arnold, quand on parle du romantisme, très souvent, ça va dans tous les sens. Chacun a peut-être sa définition de la chose, mais quelle est, toi, ta définition en réalité de romantisme? Alors, merci Coco. En fait, quand nous parlons du romantisme, c'est vrai, c'est un courant culturel artistique qui a fait son temps au 19e siècle en allant tout ça là en Occident. Mais précisément ici, dans le cadre amoureux, nous voulons parler du romantisme. C'est cette manière pour deux personnes de pouvoir s'exprimer leurs sentiments. C'est un ensemble de comportements et d'actions menés l'un envers l'autre et visant à mettre l'accent sur l'expression des sentiments positifs. Alors, Rachel, très souvent, si en parenthèse, c'est vous qui criez, ils ne sont pas romantiques, qui n'est pas romantique. Pour toi, c'est quoi le romantisme? Qu'est-ce que, en français facile, en terre à terre, qu'est-ce que toi, tu mettrais en réalité dans le romantisme? Alors, je dirais que quelqu'un qui est romantique, c'est cette personne qui privilégie les sentiments à la raison. Quelqu'un qui passe par l'émotion pour exprimer ce qu'il ressent, ne serait-ce qu'à travers les gestes, les petites caresses, les baisers. Quelqu'un qui porte en tout cas une attention particulière à quelqu'un. Quand on parle d'attention particulière, il faut se dire que la personne doit pouvoir ressentir, même si tu ne le dis pas forcément ce que tu as, la personne doit pouvoir ressentir que cette personne n'est pas comme elle est habituellement. Et donc, il s'intéresse à la personne pour savoir ce qui ne va pas. Aujourd'hui, tu n'as pas mis de rouge à lèvres, alors qu'habituellement tu en mets. Pourquoi tu n'as pas mis de boucle d'oreille? Est-ce que ça va? Tu t'intéresses un peu de trop à la personnalité de la personne en fait. Alors, est-ce que je peux, à t'écouter, est-ce que je peux résumer romantisme à l'attention? Ou c'est bien au-delà? Le romantisme, c'est l'attention, une attention particulière. Je pense que la plupart des hommes n'arrivent pas à cerner ce que nous mettons, en tout cas en tant que femmes, dans le romantisme. Et c'est comme on va pas commencer l'émission en attaquant les hommes sur ce plateau. Non, le but c'est pas de vous attaquer, mais la plupart du temps, c'est les femmes qui demandent ou qui expriment de ce genre de choses. Et donc pour moi, comme je le disais, en terre à terre, c'est celui-là qui fait passer ses sentiments avant la raison. Parce que des fois, c'est des trucs qui sont vraiment dépourvus de sens, mais qui restent pour autant très importants à la personne qui le réclame.
Vous voyez, tu peux être entouré de 10 000 personnes et il y a une seule personne que tu voudrais qu'il te demande en ce moment précis si tu vas bien. Vous voyez que c'est un peu dépourvu de sens. En temps normal, chaque jour tu reçois des messages où on te demande tu vas bien. Mais quand tu ne reçois pas de la personne qu'il faut, tu commences pas à être gris, tu dis que la personne n'est pas romantique. Pourtant, il y a plusieurs dans ton inbox qui t'ont demandé si tu allais bien, mais que tu n'as même pas voulu répondre. Donc, c'est vraiment mettre de côté la raison et maintenant impliquer que le sentiment, en fait. Alors, j'ai entendu, ça fait la 4e fois que Rachel Valère sur ce plateau dit mettre de côté la raison et faire privilégier donc le sentiment. Valère, est-ce que tu partages cela en tant qu'un homme également et que nous avons dans ce plateau? Laisser de côté la raison et considérer que les sentiments, je pense que c'est de façon là c'est grave. Ah ouais? Parce que il faut le dire, l'amour, on le dit, l'amour est aveugle. L'amour est aveugle, on le dit très souvent parce que quand on est engagé dans une relation amoureuse, souvent on fait taire la raison et on laisse place aux sentiments et des fois, sinon je vais dire très souvent c'est nuisible. Moi je vais dire tout simplement que engager dans une relation, c'est mêler et la raison et les sentiments. Les deux. Un mélange. Oui. Un cocktail. Oui. En fait, quand vous parce que c'est le cœur. C'est pas pour rien que Dieu nous a donné un cerveau et un cœur. Un cœur sans cerveau n'ira nulle part. Et un cerveau également sans cœur n'ira nulle part. Il faut toujours faire le mélange des deux, jouer sur l'équilibre pour pouvoir prendre les meilleures décisions. Quand nous parlons de romantisme, ce que moi je comprends, c'est la part, je vais dire fusionnelle, la part passion, la part imaginative, la part folie de la relation amoureuse. Parce qu'on voit souvent dans des relations où l'homme, il s'engage, il est là pour sa meuf. Mais la meuf n'est pas satisfaite parce qu'elle attend quelque chose de plus. Justement, Valère, sur ce plateau, je pense qu'avant peut-être de revenir à un autre, Valère, je ne te coupe pas, mais souffre que je donne la parole à Rachel. Rachel, souvent, qu'est-ce que vous attendez? Parce que je voudrais vraiment que ces échanges soient assez pratiques et assez pragmatiques pour nos téléspectateurs et notamment pour les jeunes Togolais. Est-ce que d'abord tu as vraiment l'impression que les jeunes Togolais sont romantiques? Non. Notamment les hommes. Non. En tant que catégorie? Non. Même nous sommes 3 sur ce plateau quand même, Rachel. Non. Les jeunes Togolais ne sont plus romantiques, on va dire. Parce que Ils ne sont plus. Parce que je ne vais pas nier que nos grands-parents, à écouter leurs chansons, il y avait du romantisme, ce qu'on recherche aujourd'hui. Mais quand on écoute les jeunes artistes aujourd'hui, c'est comme si on demandait la lune, hein, alors que normalement, c'est des trucs qui devaient venir tout naturellement. Quand Valère me parle de raison, c'est pas comme si quand on est amoureux, on ne réfléchit plus. Mais le côté naturel de la chose, c'est de laisser son cœur parler. Tout simplement, quand tu laisses ton cœur... Jusqu'à quel niveau? À quel niveau, comment? Ce qui est naturel, je sais pas, si c'est un amour qui est frais, ça s'exprime tout naturellement, moi je trouve. Alors, comment moi je définis l'amour? C'est de faire à l'autre ce que tu voudrais qu'on te fasse. Alors, est-ce que tu aimes qu'on te porte des intentions particulières ou pas? Tu aimes, naturellement, tu dois apporter à l'autre. Valéa, est-ce que tu n'aimes pas qu'on te porte des intentions particulières? Dis-moi. Tu n'aimes pas qu'on te demande le matin... Je peux répondre? Oui, vas-y, réponds. D'accord. Par rapport à ce sujet précis, moi je vois que les femmes attendent des hommes ce qu'elles ne font pas elles-mêmes. C'est faux. Très souvent, oui, vous voulez des actes, vous voulez par exemple que le mec vous invite au restaurant. Pourquoi ne pas prendre l'initiative? Mais c'est pas du romantisme, ça. Bon. On n'a qu'à replacer les choses dans leur contexte. Bon, vouloir que... Est-ce que ce n'est pas peut-être un acte qui peut faire passer en réalité l'idée du romantisme? Par exemple, ton mec, Rachel, t'invite particulièrement à faire une sortie, il fait une surprise particulière parce que peut-être toi tu aimes les sorties, oui. Et ce que Valère voudrait dire, par exemple, au lieu que, parce que tu aimes la chose, au lieu d'attendre qu'il fasse le premier pas, bah tu le fais. Est-ce que ça passe? Ça passe. Mais ça ne passe, ça n'arrive presque jamais. On a comme l'impression. Moi, je pense que c'est... Je crois qu'on va revenir un peu en arrière. Quand tu dis, tu invites la dame au restaurant pour aller manger, je ne sais pas si c'est pour prendre une glace et tout. Moi, je le définis pas forcément comme un acte romantique. Hein. Okay. Parce que en vrai, tu peux aller au restaurant avec ton homme et il ne sera pas présent toute la soirée.
il est là parce que ils se sont obligés de t'amener au restaurant. Maintenant, s'il est tellement là à la maison, mais il ne t'amène pas au restaurant. Ça ne me dérange pas. Alors, ce qui m'a fait... la parole à Arnaud. Le restaurant, c'est quoi? Je m'embrouille. On est là. Je ne comprends absolument rien. On a l'impression d'abord d'avoir affaire à la femme dans toute sa complexité sur ce plateau. Excuse l'expression. Et en même temps, Valère tout de suite... non, trop compliqué. Valère tout de suite aussi, en essayant de développer tout ce qu'il pourra développer, je m'en rends compte qu'on rit de ne pas s'entendre sur le plateau. Alors, Arnaud, je te redonne la parole. Et tout ce que je voudrais d'abord savoir, on va repartir sur la définition du romantisme. Et secondo, mon autre question, c'est que pour toi, est-ce que, par exemple, au Togo, les jeunes Togolais, notamment les hommes, les garçons, vis-à-vis des filles, sont véritablement romantiques? D'accord, merci. Et vous voyez ce qui se passe tout de suite qu'on a constaté, c'est que la définition du romantisme, telle que chaque personne le conçoit, ça varie finalement d'un individu à l'autre. Pourquoi? Parce que cette notion-là, c'est souvent dans les feuilletons, dans les films que c'est véhiculé. Et chaque personne se fait une idée de la chose. Quand vous prenez la gente féminine, quand vous prenez le sexe féminin, vous allez voir que c'est des êtres souvent émotionnels, très émotifs, pas tout, enfin, quand je le dis, je ne suis pas en train de caricaturer, mais en général. La femme est émotive. Et vous allez voir la plupart des jeunes filles, déjà dans la tête, elles se font des films du mec idéal. Et ce mec idéal, elles se font le film du mec idéal. Et donc quand il y a ces films-là dans la tête, généralement, pourquoi dans les relations ça ne marche pas? Quand finalement elle rencontre un homme, elle voudrait que l'homme là soit l'acteur qu'elles ont défini dans leur film imaginaire. Mais le monsieur là, il n'est pas cet acteur là, il ne pourra pas le faire. Donc très vite, elle va dire, ce garçon n'est pas romantique. Parce que ce qu'elle attend comme romantisme, le monsieur lui n'a pas ce mental là. Parce que nous on n'est pas formé dans ça. Le garçon ne sera romantique que s'il a vécu dans un environnement où ses parents le manifestent. Et l'autre chose également, c'est que vous allez voir que le romantisme est très vite empreint de ce que Gary Chapman a appelé les langages de l'amour. Parce que chaque individu, en fonction de son type de langage d'amour, définit sa notion de romantisme. Donc, si tu ne passes pas, si nous prenons les temps de qualité, tu peux tout faire comme voulant exprimer du romantisme envers la fille, mais si tu ne passes pas du temps de qualité avec elle, elle ne se sentira pas aimée et donc ne te trouvera pas romantique. De la même manière, parce que comprendre le langage d'amour, oui, vice versa, parce que les hommes aussi ont leur langage d'amour. Donc, vous pouvez voir le langage d'amour, il y a le toucher physique, il y a les temps de qualité, il y a les paroles valorisantes, il y a le cadeau. Donc, si tu ne connais pas ton langage d'amour, et la tendance habituelle, c'est que quand tu es avec quelqu'un, tu lui parles par réflexe ton langage d'amour. Donc, quand toi tu veux aimer, si tu as par exemple les paroles valorisantes comme langage d'amour, si tu veux aimer une fille, tu auras tendance à l'apprécier. Ce que tu as apporté, c'est belle, tu es courageuse, tu es si. Mais si ce n'est pas son langage et que son langage, ce sont les cadeaux, quand toi tu es en train d'exprimer que sa beauté, tout ça là, ça ne la touche pas. Mais quelqu'un à côté qui va lui offrir des choses, elle va trouver que l'autre est romantique parce que lui, elle offre des choses. Alors que toi, tu es en train d'exprimer. Et pendant ce temps, toi aussi, tu t'attends à ce qu'elle te valorise verbalement en écrivant des petits trucs qu'elle affiche que non, tu es l'homme le plus parfait ou bien le plus grand, le plus fort. Mais si elle ne le fait pas, toi aussi, tu penseras qu'elle n'est pas dans le romantisme avec toi. Donc, voilà ce qui crée la confusion pour laquelle... Tout à l'heure, on a parlé de notre école de formation où nous amenons les gens à connaître leur langage. Pour que dans la relation, quand tu connais le langage de l'autre, tu lui parles et ça permet de pouvoir coordonner les choses. Maintenant, la seconde question de est-ce que les jeunes Togolais sont romantiques? Ça dépend, comme je viens de le dire. Si ça colle entre les deux, tout de suite, ils vont dire qu'ils sont romantiques. Quand ça ne colle pas, ils vont dire qu'ils ne le sont pas. Peut-être ça ne veut pas forcément dire que l'autre ne manifeste pas du romantisme, mais il le manifeste à sa manière. Et donc, quand ce n'est pas la manière recherchée, tu penseras qu'il n'est pas romantique avec moi. Donc, moi, il y a une précision aussi que je veux faire sur la question du romantisme, c'est que être romantique, à la vérité, est coûteux. Cela demande de l'énergie, aussi bien du temps, de l'argent et
de l'investissement de soi. Ce qui fait que ce n'est pas des choses à développer à la légère. Quand on n'est pas dans une relation où on a le mariage en vue, moi je ne conseille pas de développer le romantisme. Vous allez perdre du temps et de l'argent si vous êtes jeune, c'est pas la peine. Alors, ce que je voudrais savoir, Rachel, pour toi, est-ce que tu penses véritablement, en écoutant Arnaud tout à l'heure, que on ne peut pas parler du romantisme sans argent? Oui. Est-ce que pour toi, en tant que femme, tu pourras ressentir ce que nous appelons romantisme sans argent? Et on va être honnête. Il faut être... Pourquoi tu essaies de m'intimider, Valérie? Non, sois honnête. Pourquoi tu essaies de m'intimider? Laisse Rachel aller jusqu'au bout. Rachel a dit. Comment on le dit, on ne va pas vivre d'amour et d'eau fraîche, n'est-ce pas? Faut être honnête, on ne va pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Donc naturellement, quand on parle du romantisme, de temps en temps, l'argent va rentrer en jeu. Mais ce que moi je voudrais savoir, c'est que quelle est la place et le rôle de... Parce que on est au 21e siècle et il faut en parler sur ce plateau. En quoi est-ce que l'argent intervient quand on parle peut-être de l'attention, on parle de l'investissement, de l'énergie, et en même temps, Arnaud nous parle aussi de l'argent. C'est vrai qu'on va après lui donner la parole, mais et Rachel, où est-ce que l'argent intervient? À quel moment exactement l'argent intervient? Si moi je suis tout le temps avec toi, on se parle, je te dis des doux mots, tout ce que tu veux entendre et tout ça, à quel moment l'argent intervient? Surtout si on est des étudiants, entre parenthèses, en manque de moyens pour le moment. C'est ce qu'Anor expliquait tout à l'heure. Ça dépend du genre de personne et ce que la personne met dans le romantisme. Pour quelqu'un, c'est le matériel qui représente le romantisme. Mais est-ce que la plupart du temps pour vous les femmes, moi, dans la quasi-majorité, est-ce que le matériel n'est pas important? Je vais parler pour moi. Ok. Moi, le matériel, pour moi, c'est pas aussi important. Je dis c'est pas aussi important. En français facile. C'est important, mais est-ce qu'on peut s'en passer? On peut pas s'en passer. On peut pas s'en passer. C'est pour cela que j'ai commencé quand j'ai répondu en disant. J'ai répondu en disant on ne vivra pas d'amour et d'eau fraîche. Moi, je mise plus sur l'intention, le geste, le toucher. La personne ressent ce que je vis, que la personne s'intéresse à mon quotidien, par exemple. Et plus loin, si les cadeaux viennent de temps en temps, pourquoi pas? Ça rentre aussi dans sa manière de témoigner son amour pour moi. Mais c'est pas primordial. Mais pour une autre femme, par exemple, c'est les cadeaux. Quand tu viens chez moi, tu apportes peut-être un jeu, un biscuit. C'est un geste romantique pour la personne. C'est pour cela qu'on ne saura pas définir d'une manière précise ce qu'est le romantique. Mais ça va varier d'une personne à une autre. Alors, maintenant, pour revenir à ce qu'on demandait tout à l'heure avec les jeunes Togolais, faut dire qu'aujourd'hui, c'est tellement compliqué. Et comme Arnaud le disait, c'est de l'investissement. Et les jeunes Togolais aujourd'hui sont plutôt occupés à se chercher, ce qui les empêche d'investir aussi dans ce que nous appelons aujourd'hui le romantisme. Donc il va falloir qu'on comprenne aussi que tout le monde cherche à avoir une place dans la société, à trouver de l'argent. Et par la même occasion, c'est difficile d'avoir une femme peut-être qui te réclame de lui écrire 24 heures sur 24. Alors Valérie, ce qu'on va faire tout simple sur ce plateau, c'est que et qu'est-ce que toi, personnellement, au vu de tout ce que tu vois aujourd'hui en tant que jeune de notre génération, on va le dire ainsi, qu'est-ce que tu reprocherais à nos jeunes sœurs, à des femmes aujourd'hui en tant qu'un homme, quand on parle aujourd'hui de la question de romantisme? D'accord. Tout d'abord, elle parle de quelque chose dont elles ne sont pas capables d'expliquer. Tu vas voir telle personne dira d'un homme qui n'est pas romantique, autant pour moi, mais le même homme quelque part sera considéré romantique pour quelqu'un. Donc ça veut dire qu'il y a un flou, tout d'abord, qui tourne autour du mot romantisme. Secondo, je vois que beaucoup sont trop exigeantes concernant le romantisme. Vous savez, en termes de... envers leur gars. Vous allez voir, elle a essayé vraiment de camoufler les choses, mais pour beaucoup de filles aujourd'hui, quand on parle du romantisme, l'argent occupe une place prépondérante, je vous assure. Quand beaucoup de jeunes filles aujourd'hui parlent de romantique, pour une fille aujourd'hui, le romantisme, c'est lui payer la nouvelle marque
iPhone 16 qui vient de sortir. Oui, pour une fille, c'est ça en fait. Vous allez pas mettre toutes les femmes dans... Non, je ne parle pas de... J'ai dit pour certaines filles. Je ne vais pas globaliser parce qu'il y a toujours Donc, j'ai pas essayé de camoufler. Des exceptions. Donc, j'ai pas essayé de camoufler. Mais tu as beaucoup plus parlé des filles qui sont dans le cœur. Mais on remarque aujourd'hui qu'il y a beaucoup de filles qui mettent vraiment l'accent. Sont vraiment sur le matériel en ce qui concerne le romantisme. Et il faut comprendre quelque chose qui est très important. Nous avons grandi, on parle de la socialisation primaire. L'enfant est le père de l'homme. Et ce que nous avons vécu dans l'enfance nous influence énormément, profondément. Et surtout dans la durée. Un enfant qui a vu toujours son papa très rigide, le papa qui vient à la maison, qui est commandant, qui vient à la maison, maman tremble, qui est au salon et qui commande, qui est un commandant à la maison. Et l'enfant a vécu dans ces circonstances. Ce n'est pas tout de suite facile pour cet enfant-là, une fois devenu adulte, d'être romantique, comme on nous le montre dans les feuilletons. Il faut aussi comprendre quelque chose. Les mamans dans les foyers, comment est-ce que vous pouvez expliquer que nos mamans, leur propre mari, elles les appellent Kokou Béton, Augustin Béton, le père d'Augustin. Parce que la culture romantique n'est pas assez cultivée dans nos différents foyers. Ça fait que l'enfant grandit avec un schéma dans la tête. Et une fois confronté, quand la fille lui dit, une fois devenue adulte, qui n'est pas romantique, elle pense que la fille, c'est la fille qui est déréglée en fait. Parce que il comprend pas. Parce que lui, il a grandi dans un environnement qui l'a prédisposé à être tel qu'il est. Donc je pense que dire que un homme n'est pas romantique, tout d'abord, c'est d'apprendre de l'histoire de cet homme. Parce que tu serais là à critiquer un homme sans connaître son histoire. Mais quand même, Valère, on a peut-être tous des histoires, c'est ce que Rachel a dit. On a tous des histoires. Chacun a une histoire. Moi, ce qui me dérange, c'est de retrouver de ces hommes-là qui ont retour, qui ne sont pas... Non, je n'indexe pas directement Valère. Non, c'est pas Valère que j'indexe. De ces hommes qui se disent, je n'ai pas vécu dans un environnement où mes parents m'ont montré, c'est pas des trucs où on va vous montrer mot par mot. Non, je suis désolé. On dit souvent quand on est et puis on n'est pas intelligent, au moins de passage, quelqu'un d'intelligent nous a... Je suis désolé. Quoi qu'on dise, Rachel, tu es en train de dupliquer certains faits que ta maman a fait il y a de cela. Tu ne peux pas te détacher complètement. Je comprends, je ne nie pas qu'on ne doit pas faire des efforts. Je ne refuse pas. Mais il faut comprendre que, parce que si vous n'allez pas à la source et vous critiquez le fruit sans aller à la source, à la racine, c'est compliqué. Super. Mais déjà, quand tu dis... ce que je dis à Valère... Alors, Rachel... Tu ne me laisses pas parler finalement. Et puis, Rachel prend la parole, tu finis. Valère finit, on reste la parole à Arnaud. On va aller rapidement. On comprend le fait que dans nos habitudes avec la famille et tout, il n'y a pas le romantisme qu'on remarque devant les enfants. Mais peut-être dans la chambre, les papas le font. Bon, c'est peut-être devant nous qu'il n'y a pas cet amour fusionnel-là qu'on voit à la télé. Maintenant, si à la différence, l'homme qui ne sait pas exprimer ses sentiments, ne demande pas qu'on lui donne de l'attention, moi je comprendrais. Ça veut dire qu'il n'a pas l'habitude. Mais c'est de ces hommes-là, par exemple, que tu vas voir demander de l'attention qu'ils ne sont pas à mesure d'offrir. Si c'est que la personne ne sait pas qu'on porte de l'attention, pourquoi il demande? Alors, c'est ma question. C'est ce qui m'amène, Arnaud, tout de suite à te poser la question de savoir, quand on parle, j'insiste sur la question des moyens, parce que, mine de rien, aujourd'hui, ça a une place très importante dans une relation amoureuse, et aujourd'hui, ça joue sur la question du romantisme que nous vivons dans nos sociétés, beaucoup plus en Afrique, impacté ou influencé par ce que nous voyons, que ce soit sur les réseaux ou encore dans les films. Ce que je voudrais vraiment savoir, une personne qui n'a pas les moyens aujourd'hui, une personne qui entretient une relation, mais qui n'a pas vraiment les moyens, je veux parler des moyens financiers, peut également, est-ce que cette personne peut quand même manifester du romantisme? Est-ce que c'est possible, en vrai? Si la personne qui n'a pas les moyens peut manifester du romantisme, oui. Mais est-ce que sa manifestation de romantisme sera perçue? Pas forcément. Parce que lui, il va le manifester avec les moyens de bord, avec ce qu'il a. Maintenant, est-ce que l'autre
l'autre envers qui il est en train de manifester ce romantisme-là va le percevoir comme du romantisme. Parce que tout à l'heure, quand Valère parlait concernant le fait que la fille aurait voulu qu'on lui offre iPhone et que toi tu viens avec un pot de fleurs ou bien tu viens avec un bouquet de fleurs, c'est pas le même effet forcément. C'est tellement mignon. Alors, ou bien toi tu amènes, je sais pas, un biscuit et que quelqu'un donne iPhone. Vous deux, vous avez manifesté des sentiments, mais ça n'aura pas forcément le même effet. Mais ce qui me choque, Arnold, est-ce que le dire ainsi, est-ce que c'est peut-être le cadeau qui est important ou la valeur du cadeau? C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, j'ai parlé des langages d'amour. Celui qui a en fait le langage d'amour, le cadeau, donner, recevoir comme langage, ce n'est pas la valeur de la chose, mais c'est le geste qui compte pour lui. Okay. Maintenant, si la personne est comme ça, ça marche. Maintenant, si tu es avec une fille qui n'a pas comme langage cadeau, ça ne veut pas dire que si on lui donne un cadeau, ça n'aura aucun effet. Mais ça voudrait dire quoi? Si lui, peut-être chez lui, je vais prendre les temps de qualité, c'est-à-dire je passe du bon moment avec lui. Maintenant, c'est une fille. Quand tu lui offres un biscuit et quelqu'un lui offre iPhone, c'est la valeur qui va compter pour elle. Parce que les cadeaux n'étant pas son langage, ça va le toucher en fonction de la valeur. Exactement. Maintenant, celui dont c'est le langage, c'est lui que, quelle que soit la valeur, ça aura un effet sur elle. Mais en même temps, ça m'inquiète. Dans la mesure où, est-ce qu'à ce niveau, on peut encore parler de l'amour? C'est une question que je pose. Mais bien sûr, c'est pour cela que dans la définition de l'amour même, je dis, il y a beaucoup d'erreurs et de confusion. Okay. L'amour n'est pas forcément ce que nous pensons et qu'on a... Parce que on nous a pas forcément défini l'amour au départ. Nous avons tous commencé à un moment donné, tu rentres en puberté et puis après tu as des sentiments pour quelqu'un, tu ne sais pas ce que c'est. Tu as de l'attraction, de l'attirance. Puis, ne sachant pas ce que c'est, la maison n'ayant rien dit, tu regardes la télé, on décrit ce que tu es en train de ressentir et puis dans le feuilleton ou dans le film, la personne dit je suis tombé amoureux, tu dis ah voilà, donc ce que je ressens là, c'est ça qu'on appelle amour. Et donc c'est sur la base de ça que tu as grandi. Or ça là, ce n'est pas de l'amour. Okay. Ce sont des émotions, ce sont des hormones d'ailleurs qui le provoquent. Et tout à l'heure quand on parlait, je voulais même revenir sur ça, quand Valère et Rachel parlaient, la question des blessures du passé. Quand il y a des blessures émotionnelles qui sont dans la personne ne peut pas facilement identifier les manifestations d'amour et ne saura pas manifester l'amour. Le vrai amour, moi je lui ai donné une définition, le vrai amour dans les relations, ce sont des actes intentionnels et volontaires manifestés envers l'autre, quels que soient ses défauts. Donc, des actes intentionnels. On va reprendre la définition. Et j'ai bien envie de dire sur ce plateau, est-ce que sur 10 personnes, combien de personnes accepteront cette définition et vont vivre avec cette définition? Arnaud, on reprend. Voilà. Alors, moi, j'ai fait une distinction entre l'amour et émotion, qui d'ailleurs, selon les scientifiques, a une durée de vie. Après 2 ans, vous n'aurez plus ces émotions-là forcément comme au niveau où vous les avez obtenues au départ. Ça va disparaître, ça va s'éteindre. Et ceux qui ne connaissent pas la définition d'amour, quand ça arrive, ils disent je ne suis plus amoureux, bien je ne l'aime plus. Le vrai amour n'est pas dépendant et ne varie pas en fonction des émotions. Le vrai amour est une décision. Et donc c'est la décision intentionnelle et volontaire de rendre l'autre heureux, quelles que soient ses attitudes et ses comportements envers moi. Donc ça veut dire quoi? Tel que défini, l'amour est donc un sacrifice. Ouais. Mais est-ce que le prendre ainsi, c'est vrai que le sujet n'est pas l'amour, mais est-ce que quelque part le prendre ainsi, est-ce que qu'est-ce que je veux dire? J'ai bien envie de dire, est-ce que le prendre ainsi, c'est encourager l'autre à s'améliorer? Non, en fait, la personne aussi va se dire, peu importe, l'essentiel est que non. Comme je suis. Et voilà, non. Nous disons que dans les relations, l'amour doit être réciproque. Super. C'est-à-dire que si on ne t'aime pas, quitte. L'amour doit être réciproque. Ça veut dire. Dans le ressenti. Pas dans le ressenti. Le ressenti vous amène ensemble, mais le ressenti n'est pas censé vous conduire toute votre vie. Super. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, le ressenti c'était avec le temps. Mais c'est la décision qui peut être pérennisée. Donc quand le ressenti vous amène ensemble, et c'est en ce moment que les manifestations de romantisme sont naturelles. Il n'y a pas d'effort. Mais quand ces ressentis vont s'éteindre, les manifestations du romantisme doivent être maintenant intentionnelles et volontaires. Je pose ces actes envers lui, pas parce que je ressens quelque chose de le faire, mais parce que j'ai décidé d'aimer cette personne. Et lui aussi doit m'aimer, donc intentionnellement fera les mêmes choses à mon égard. Et là, l'amour est consolidé. Super. Alors, Valère, je reviens à toi. En écoutant Arnold, donc sur ce plateau, on a juste un maximum 10 minutes pour recevoir notre invité aujourd'hui d'Ordinaire que nous avons déjà dans nos locaux. La question que j'aimerais te poser, en écoutant tout de suite Arnold s'exprimer, mon inquiétude, Valère, c'est que je reviens sur la question de passer un moment des temps de qualité et que la personne pour lui, ce qu'on l'offre en termes de valeur, le parle.
Et si toi, tu n'as pas ces moyens pour lui offrir à la hauteur de ses attentes, et que l'autre est en train de dire quand même que je t'aime, comment on gère une telle situation? Est-ce qu'il faut sortir de cette relation? Est-ce qu'il faut rester dans cette relation et continuer par se dire on s'aime quand même, je n'ai pas les moyens qu'il faut, et l'autre ira chercher ces moyens-là pour se satisfaire là où il veut? Valère, on règle ça comment finalement? Difficile de donner une réponse assez précise parce que c'est au cas par cas. Je dirais que dans une relation, il faut le préciser. C'est un choix à deux, c'est d'aller ensemble contre vents et marées, connaissant les défauts de l'un de l'autre. La connaissance, se connaître d'abord, c'est important. Le cheminement, vous connaissez, tu connais les défauts de l'autre, et vous décidez malgré ça d'avancer ensemble de façon volontaire et décisionnelle. Il faut déjà qu'il y ait cette base-là. Okay. Maintenant, quand vous allez dans la relation où il est clair que dans une relation, au niveau de la femme, il y aura toujours un homme qui va offrir mieux que toi. Ça, il faut le savoir. Et les filles doivent le savoir. Un homme qui t'aime aujourd'hui et qui te manifeste de l'engagement, et tu sens vraiment en cet homme qu'il t'aime, le mieux, c'est d'aller avec lui. Tout en ses moyens. Voilà. Moyens de bord. Voilà. Parce que si tu veux choisir, toujours choisir le mieux offrant, le mieux offrant, c'est progressif. Aujourd'hui, c'est celui qui offre le mieux. Et demain, il y aura toujours un autre et une autre personne. Donc, c'est toujours important au niveau de l'homme de faire ce qu'il faut, s'engager, voilà, dans la relation. Et surtout au niveau de la femme, de savoir l'homme que j'ai en face. Est-ce que vraiment, est-ce qu'il m'aime? C'est très important. Au-delà de, voilà, des surpris, au-delà des frais faramineux, que la personne t'aime avec ses moyens de bord. Il faut le sentir. Parce que quand une personne a 10 000 et arrive à te donner 2 000, il faut valoriser la valeur de ça. Parce que quelqu'un qui te donne, par exemple... Ça fait marrer. Oui, quelqu'un qui te donne 10 000... Oui, elle va comprendre. Quelqu'un qui te donne peut-être 100 000... Lui, il a des milliards. Et si tu compares, non, je suis dans une logique pour exprimer le pourcentage, le niveau de sacrifice de la personne. Donc c'est très. Si ses besoins sont à 10 000 par exemple, et toi tu donnes 2 000. Non, il faut le dire. La femme, on va dire une petite amie, elle est responsable tout d'abord de ses besoins. Faut pas continuer par semer ces genres de choses dans la tête d'une fille. On est dans une relation, chacune des parties est responsable de son propre entretien. L'autre vient en appui. Donc il faut, si vous semez ça à les filles, que c'est l'homme qui doit dépenser pour elle. Non, oui, il faut rigoler parce que il faut rigoler parce que qu'est-ce qui arrive? Les filles vont. C'est normal. Et quand les filles rient devant, quand je dis ça, les filles rient, je dis, et une fille qui n'a pas de petite amie, elle fait comment pour son entretien? Elle s'entretient. Oui, elle fait comment? Ça veut dire que non, l'homme peut apporter. C'est-à-dire que l'homme ne doit pas être en réalité sa source de... Non, l'homme vient en appui. Okay. Mais si la femme base tous ses besoins sur l'homme, je pense qu'il y a un problème. Le jour où la relation va s'éclater, comment elle fait pour la suite? C'est très important de dire aux filles, voilà, tu es dans une relation, l'homme doit faire des efforts, tu es témoin de l'amour, etc. Mais il est très important à ton niveau d'assumer le nécessaire. Super. Oui. Alors, au vu de tout ce qu'on a suivi donc, sur ce plateau, malheureusement que le temps vraiment est contre nous, est-ce qu'on pourra conclure en disant qu'il était très important au début d'une relation de chercher à connaître l'autre, à savoir réellement comment est-ce que cette personne exprime son amour, comment est-ce que la personne comprend bien la compréhension que la personne a peut-être du romantisme, et savoir si je suis prêt à pouvoir assumer ça, et si je ne suis pas prêt, lâcher prise, ou bien on s'accroche au sentiment avec l'idée selon laquelle elle a un de l'écart. Alors moi, ma question serait de savoir s'il faut rentrer dans la relation avant de faire ses analyses. Parce que si vous rentrez dans la relation avant de faire ces analyses, vous avez faussé la base. Okay. Parce que vous êtes déjà engagé. Et c'est là qu'on parle d'amour décisionnel. Comme Anno l'a dit tout à l'heure. L'amour décisionnel, c'est que malgré les défauts de la personne, j'ai choisi d'être avec la personne. Comme telle. C'est pour cela que je demande aujourd'hui aux jeunes de prendre le temps avant de rentrer dans les relations. Parce que ce qu'on ressent au début, les papillons dans le ventre, ça finit par disparaître dans un an. Ça finit par disparaître. Finalement, tu te dis, bon, au fond, la personne était comme ça. Mais comme il y avait les sentiments,
on ne voyait pas forcément les défauts de la personne. Donc, il faut prendre le temps de connaître la personne, s'offrir de ne pas rentrer dans la relation, mais dans les écrits de la personne, remarquer si c'est une personne qui est romantique. Est-ce que c'est un homme qui est avare? Est-ce que c'est un homme autoritaire? Est-ce que je peux faire ma vie avec cette personne? Et ça, savoir ce que la personne veut comme est-ce que moi-même aussi, je reflète tout ce que je suis en train de espérer? Est-ce que moi-même, est-ce que je me connais suffisamment pour savoir ce que je veux en tant que... ce que je peux donner. Valérie, malheureusement, on n'a pas assez de temps, rapidement. J'ai un bémol par rapport à ce qu'elle dit, c'est que c'est compliqué aussi de rester à l'extérieur et dire qu'on connaît une personne. Vous allez voir que beaucoup d'hommes, au début, ils sont très romantiques. L'homme qui veut t'avoir, il est très romantique. Il peut t'amener au restaurant, prendre toute son économie pour te séduire. Mais c'est très important. C'est très important. Quand tu ne chemines pas avec la personne, voir la personne de loin, c'est difficile aussi de savoir. Super. Alors, on va finir avec toi, Arnold, rapidement. Oui. Coco, en suivant, je voulais tout de suite profiter pour pouvoir expliquer cette chose à la jeunesse. C'est qu'il ne faut pas commencer une relation sans discuter des préalables de ce que vous voulez faire. Quand on se met en relation, il ne faut pas voir quelqu'un lui dire je t'aime, je vais t'épouser. C'est impossible. Donc, le premier, c'est que quand on va dans une relation, il faut se dire ce que nous appelons dans notre école le premier oui. Le premier oui n'est pas oui pour le mariage, mais oui pour se connaître. C'est-à-dire, on se met ensemble pour se connaître. C'est pendant cette étude réciproque là qu'on va arriver à un moment donné, on va donner un second oui qui est oui, je t'ai connu, j'ai vu ce que tu es, j'accepte maintenant d'aller avec toi. Donc il faut que, parce que c'est ça aussi qui n'est pas expliqué, qui fait que quand tu approches une fille, elle ne sait pas si elle doit dire oui ou non. Parce que est-ce que c'est oui pour le mariage? Oh, je ne te connais pas. Donc oui, mais pas pour le mariage, oui pour se connaître. Dans une relation, l'objectif c'est nous voulons nous connaître. Maintenant si c'est concluant, c'est en ce moment on se dit oui pour aller plus loin, c'est-à-dire jusqu'au mariage. Quand vous avez ça dans la tête, dans ce premier cheminement-là, il y a des choses que vous ne faites pas. Je n'investis pas tout mon argent sur toi parce que ce n'est pas encore oui définitif. Et elle aussi ne doit pas donner le sexe et certains éléments qui ne peuvent pas, parce que tu ne connais pas encore la personne. Après, c'est des déceptions amoureuses que tu auras. Donc, vous devez faire d'abord le premier cheminement-là jusqu'à un moment où tu es d'accord, tu connais ses qualités, ses défauts, il connaît tes qualités, tes défauts, et vous vous engagez, vous deux là, de dire, ok, on s'accepte comme ça, on va aller plus loin. Super. Alors, vous avez tout compris. Malheureusement, le temps est après nous. On aura certainement d'autres émissions où nous reviendrons naturellement donc, sur cette question et aller en profondeur, que ce soit avec Valère, Rachel et Arnold. Les gars, notre seule dame sur ce plateau, merci quand même à vous d'être passés chez nous. On y reviendra certainement. Alors, on fait une toute petite pause et nous recevons notre invité du jour. À tout à l'heure. Nous avons donc sur ce plateau et nous recevons pour vous comme invité aujourd'hui Dorinel Okonjo Bouya. Il porte beaucoup de casquettes à la fois. Un grand plaisir, Dorinel, de t'avoir sur le plateau. Un plaisir largement partagé. Je vais très bien. J'espère que c'est pareil. Un grand plaisir pour nous. Ah oui. Alors, cet entretien se fera naturellement avec Rachel et Valère également. Ok, enchanté. Alors, super. Alors, pour nos téléspectateurs qui nous suivent dans cette émission, qui est Dorinel? Alors, tout à l'heure, mon introduction a commencé par il a plusieurs casquettes, ce qui rend parfois un peu
compliqué le fait de devoir se présenter à un public. Parce que quand je regarde la première partie de l'émission, on dit chacun sait ce qu'il attend de l'autre. Alors quelle est la partie que les gens qui me regardent attendent à découvrir de moi? Toujours est-il que je suis Dorinel Okonzo-Bouya. Je suis un passionné de communication et d'art oratoire. C'est bien que je me donne principalement aux métiers qui sont liés à la prise de parole en public, notamment le coaching en art oratoire, l'animation d'événements, la facilitation que je fais en professionnel et en bilingue. Mais je suis par ailleurs directeur pays depuis quelque temps de AVI Center Togo, qui est une structure de la place et qui est spécialisée dans l'accompagnement d'étudiants en procédure d'études vers la France. Mais c'est ce que Dorinel Okonzo est, en résumé. Alors, Dorinel, pourquoi la communication et pourquoi l'art oratoire? Pourquoi? Je vais dire qu'en réalité, j'ai découvert cela de manière assez hasardeuse. Je ne savais pas que je pouvais un jour me retrouver dans ce domaine parce que j'ai étudié la technique depuis le collège. Et je suis né bègue, donc je bégaye. Et si vous me suivez correctement jusqu'à la fin de l'émission, vous verrez qu'il y a des mots que j'avale. Et des mots sur lesquels je trébuche très facilement. Parce que je suis né et j'ai grandi bègue. Mais j'ai découvert, il y a de cela quelques années, qu'il y avait cette possibilité de s'exprimer devant un public, de le captiver et d'avoir son attention jusqu'à la fin de son discours. Et avant ce moment, moi, je ne croyais pas que je pouvais avoir l'attention d'un public sur un quelconque sujet, aussi banal soit-il. Donc, quand je l'ai découvert, j'ai aimé le fait de parler et d'être entendu, premièrement. J'ai aimé le fait de pouvoir dire ce que je pense, tel que je le pensais, et d'avoir le retour que j'espérais. C'est bien que je me suis donné à l'apprentissage de cet art qui est l'art de parler, l'art de s'exprimer, l'art de convaincre, avant de découvrir que, au-delà d'être simplement l'art de convaincre, c'est également un domaine qui avait des métiers, un domaine qui pouvait nourrir son homme. C'est bien que pour ne pas parler, pour ne rien dire, et passer mon temps à parler, finir assoiffé et affamé, j'ai bien voulu me donner à ces domaines et apprendre ce qu'il fallait. Aujourd'hui, je suis maître de cérémonie et coach, mais je suis plutôt passionné du simple fait de parler, parler avec les autres. Voilà. Alors, pour certaines personnes, parler avec les autres, c'est difficile. Pour certaines personnes, c'est très difficile de prendre d'abord la parole, d'ouvrir sa bouche, et au-delà de ça, devant un public. Effectivement. Alors, comment est-ce que Dorinel est passé d'abord de cette personne-là qui était bègue, on va le dire, ou bien qui est peut-être, qu'il est toujours, mais qui à un moment donné a développé cette capacité qui fait de lui aujourd'hui, on va le dire ainsi, en ce plateau, une référence dans le domaine de l'art oratoire. Alors, je vais dire quelque chose que j'ai l'habitude de dire à toutes les formations que je donne. C'est que c'est très facile en réalité de dire je suis passionné par l'art oratoire et je veux parler. Ce n'est pas si facile que ça de parler. Et parler en public fait peur. À tel point que c'est la première peur référencée dans le monde entier. Tout le monde ressent la peur lorsqu'il est question de parler en public. Moi, en réalité, lorsque j'ai découvert ma passion pour la prise de parole en public, j'ai eu beaucoup de mal à me lancer, ça a fait des années. Et pour être franc, je l'ai découvert à travers le théâtre. Aussi bizarre que cela paraisse, en faisant du théâtre, en prenant la parole dans le cadre d'un théâtre, en me faisant ovationner, j'ai aimé le fait de me faire ovationner. J'ai aussi découvert que je pouvais faire quelque chose d'intéressant qui peut intéresser les gens. Et donc j'ai l'habitude de dire à ceux qui veulent parler en public que ceux qui vous écoutent et qui vont réagir positivement, vous écouteront et réagiront positivement si ce que vous leur dites les intéresse. Et si ce que vous leur dites, c'est quelque chose qui vient de vous. Aujourd'hui, beaucoup veulent apprendre à parler en public juste pour faire le beau discours, ils veulent parler pour gagner des concours. Rares sont ceux qui veulent parler en public pour réellement partager quelque chose, pour réellement vendre quelque chose qui puisse être utile pour ceux qui les écoutent. Si ce que je dis ne vous intéresse pas, peu importe à quel point je suis éloquent, même si vous ovationnez, c'est pour me dire merci d'avoir terminé. Alors, je comprends bien que le contenu est très important. Effectivement. Et la passion qu'on a pour ce qu'on fait. On peut donc être éloquent sur un plateau de télé en tant que journaliste et être très mauvais dans une salle en tant que maître de cérémonie parce qu'on n'est pas passionné par l'animation d'événements. On peut être très éloquent en tant qu'orateur lorsqu'on s'exprime sur des questions du genre parce qu'on est avant tout passionné par le genre. Mais lorsqu'on se met à parler en général de droits de l'homme, on se retrouve incapable de s'exprimer. C'est bien que j'ai l'habitude de dire qu'on est orateur dans un domaine jusqu'à ce qu'on soit réellement capable d'être transversal. On peut prendre n'importe quel sujet, s'exprimer
s'exprimer parce qu'on s'est habitué, parce qu'on est suffisamment rodé pour aller sur tous les terrains. Mais au début, pour être véritablement éloquent, il faut l'être dans un domaine qui le passionne, un domaine qui vous passionne, un domaine qui vous tient à cœur. Si bien que lorsque vous parlez, on voit votre cœur s'exprimer. Et on aime cela. Et c'est pour cela qu'on vous écoute, jusqu'à ce que vous ne soyez habitué pour réellement poursuivre. Peut-être une question avant de laisser la parole naturellement à Rachel et à Valère sur le plateau. Alors, il y a de cela quelques mois en arrière, on a découvert ce monsieur du côté de la Côte d'Ivoire avec une dame que nous saluons au passage sur ce plateau, Dame Kaï, qui véritablement fait beaucoup pour la jeunesse congolaise et africaine dans un événement qui fait la promotion de la culture. Effectivement. Et Dorinel qui prend la parole sans peur et qui s'impose en quelques minutes. Et comment ça s'est fait? Raconte-nous un petit peu cet événement. Comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que tu t'es retrouvé avec un micro devant cette foule? Et ça fait quand même le tour du pays. L'animateur me m'a valé. L'animateur de l'événement. Effectivement. Willy Dombo va se dire que mais ce type-là, comment ça s'est passé? Dis-nous un peu sur le plateau de façon particulière aujourd'hui où nous te recevons. Alors, j'aimerais déjà commencer par dire un sincère merci à la dame qui a été mentionnée, celle que j'aime appeler ma marraine personnelle, Madame Kaï Dogbe. Je ne serai jamais sur ce plateau-là avec tout ce parterre d'animateurs sans sa volonté et sans le fait qu'elle ait bien voulu d'abord que le Togo soit représenté et ensuite que moi je représente le Togo. Le choix sur ma personne, à mon humble avis, était un choix très audacieux et elle a beaucoup misé sur ça, donc ce sera un merci à vie, vous voyez. Et deuxièmement, sans peur, non, ce n'était pas sans peur. Je ne peux pas si vous pouviez zoomer mes pieds ou mes mains, vous m'aurez vu trembler sur ce plateau. J'avais tellement peur à l'idée de ne pas être à la hauteur, comme tout le monde, à l'idée de prendre la parole au nom du Togo et de décevoir. Parce que vous voyez, le Togo a beaucoup de maîtres de cérémonie qui sont très talentueux. Quand Dorinel se retrouve là, qu'est-ce qui lui donne les moyens de croire qu'en réalité, à la fin, on ne va pas dire, mais pourquoi c'était lui? On est d'accord? Donc, je suis allé avec la peur de ne pas être à la hauteur. Mais j'avais surtout la volonté de donner ce que je sais donner. Il y avait en moi cette rage de dire, en fait, je suis jeune. Dans ce domaine, je ne suis pas aussi ancien que tous ceux que je connais et que je respecte, mais j'ai ma place ici. Et je ne vais pas dire le nom, mais il y a quelqu'un ce jour-là qui tenait à ce que je n'aille pas sur le plateau. Qui tenait, qui a fait des pieds et des mains pour que je n'aille pas sur le plateau, n'eût été le nom de Madame Kaï Dogbe, qui a un certain impact dans l'environnement, et le fait que quelque part, vous savez, la grâce de Dieu, la providence divine avait joué pour que je sois dans un premier temps appelé sur le plateau par erreur. Je n'étais pas censé être sur scène. Donc quand je me retrouve sur scène, j'ai la rage de montrer que je valais la peine d'être invité sur scène, mais également de montrer que le Togo n'est petit qu'en taille. Vous voyez, le Togo regorge de talent, et partout où je suis allé dans le monde de l'art oratoire avec des jeunes Togolais ou au nom du Togo, j'ai compris en fait que le Togo fait partie des pays les plus éloquent au monde. Et je voulais en réalité que ce jour-là, on le sente et qu'on le voit. Si bien que ma peur a été dominée par ma volonté de prouver quelque chose. Et c'est ce qui a été reflété dans cette vidéo. Sinon, en réalité, je tremblais de partout et même des cheveux. Valère, Rachel. Alors, moi, ma question serait de savoir comment on arrive à maîtriser sa peur devant le public. Comment on arrive? Parce que la peur fait que tu manques de mots. Tu peux avoir un discours bien fait et arriver devant le public, il y a des blancs. Comment tu arrives à gérer la peur devant le public? Alors, hier encore ou avant-hier, je faisais ce cours avec les jeunes du club All Prince et je leur disais ceci. Vous voyez, quand vous demandez à votre garde du corps de veiller sur vous et vous lui expliquez les zones dans lesquelles vous pouvez ne pas vous en sortir si vous vous retrouvez dans ce genre de manifestations, des événements, des situations, lorsque vous buvez par exemple que vous décidez d'y aller, le garde du corps va aller contre votre avis, contre votre volonté et vous empêcher d'y aller parce que lui il est sobre et il sait que vous n'êtes pas censé être là-bas. Cet endroit est dangereux pour vous. La peur de parler en public, j'aime le dire, agit comme ce garde du corps. Parce que personne n'a déjà eu peur de parler à sa maman ou à son fils. Personne n'a peur de parler en réunion de famille. Parce que dans l'autre subconscient, on a enregistré que parler à ces gens n'est pas dangereux. Mais lorsqu'on doit parler dans un contexte donné, comme là à la télé, ou à un événement, devant un certain nombre de personnes qu'on ne connaît pas, il y a une partie de nous qui est convaincue qu'il y a un certain danger. Il y a un enjeu. Et donc, notre subconscient va de manière instinctive essayer de nous protéger en nous disant « n'y va pas ». Ça va pas, tu vas pas le faire, n'y va pas, tu vas échouer. On en a parlé avant-hier, tu sais que tu n'es pas censé être là-bas. Et donc, il y a un toit
qui est en train de t'empêcher d'aller commettre une erreur. Et donc, cette peur peut être à la fois rationnelle et irrationnelle. Il s'agit de comprendre, est-ce que ce qui m'empêche, ce qui me fait peur maintenant, est rationnel ou non? Si c'est rationnel, on essaye d'affronter cette peur et de gérer ce qui pose problème. Par exemple, j'ai un habit déchiré entre les jambes, par exemple. Et mon subconscient me dit, les gens vont voir. Ça me fait peur, ça m'inquiète. Ça me donne le trac. Si je peux changer de pantalon et ne plus avoir cette peur, pourquoi continuer à faire comme si j'étais un Superman? Vous voyez que là, la peur est rationnelle. Je peux la gérer. Si c'est quelqu'un qui est dans la salle qui me fait peur, je peux aller trouver un moyen de lui parler avant mon discours pour vaincre cette peur-là. Mais il y a des moments où cette peur est irrationnelle et on doit trouver le moyen de le comprendre, mettre le doigt sur la peur. J'ai la peur qu'on se moque de moi, d'accord. Est-ce que moi, je ne me suis jamais moqué des gens? Y a-t-il des gens desquels je me suis moqué qui sont morts après? Sinon, alors pourquoi est-ce que je suis sur le point de mourir avant même qu'on ne se moque de moi? Vous voyez un peu? Donc, je me parle à moi-même et je me rassure, de sorte que celui qui est en moi, qui essaye de m'empêcher d'aller me mettre en danger, comprenne qu'il n'y a aucun danger et que je puisse passer. Il y a des exercices, il y a des méthodes pour pouvoir vaincre son trac. La préparation, la méditation, le fait de visualiser positivement ce qu'on est sur le point de faire ou de se rappeler simplement des victoires passées pour se dire voilà, je l'ai fait avant, je peux le faire. Mais au-delà de tout, il faut d'abord comprendre ce qui nous fait peur et qu'on puisse faire tout ce qu'il faut pour affronter cette peur-là. Voilà. C'est tellement, comment dire ça, plaisant de te suivre sur ce plateau. Et on a bien faim d'inviter Dorinel aujourd'hui pour partager ce petit moment avec les jeunes d'abord et avec tous les Togolais qui nous suivent donc dans cette émission. Et aujourd'hui, quand tu te vois, le parcours que tu as eu à faire jusqu'à ce jour, certainement qu'il y a eu des temps difficiles également, des moments où tu as voulu lâcher prise. Est-ce que Dorinel pourra partager avec nous peut-être l'événement ou une activité sur laquelle tu as failli repousser chemin? Ok. Alors déjà, en tant qu'orateur, et dans tous les métiers de l'art oratoire, il y a quelque chose que tous ceux qui parlent en public vont partager, c'est la frustration de ne pas être valorisé. Vous savez, quand tu dis je suis coach en art oratoire, on te prend d'abord pour un imposteur. Parce que tout le monde se dit coach. Et quand tu dis je suis maître de cérémonie, c'est encore pire. Parce qu'il n'y a pas d'école au Togo ou en Afrique de l'Ouest ici qui certifie des maîtres de cérémonie. Donc, on commence à zéro avec 0 certificat et on essaye de se forger avec la force de l'expérience en se disant un jour, j'aurai assez d'expérience pour qu'on me reconnaisse dans mon art. Mais jusqu'à ce que ce moment-là n'arrive, on passe par tellement de choses qu'on finit par avoir envie d'abandonner. Et moi, j'ai commencé ce chemin avec tellement de personnes qui ne sont jamais allées au bout, des gens que je comprends. Je prends un exemple. Il fut un temps, je ne travaillais pas. Je n'avais pour seule profession, pour seule activité génératrice de revenus que l'art oratoire, soit des formations coaching, soit de l'animation d'événements. Mais quelqu'un sait que tu n'as rien ou que tu n'as pas grand-chose. Et il sait pertinemment que tu vis quasiment de ce métier, mais comme il sait que tu n'as rien, c'est donc qu'il peut en profiter. Il te fait venir pour animer un événement en te promettant une maigre paye que tu es obligé d'accepter parce que tu n'as rien. Puis il te dit que finalement, ça n'a pas marché comme on le souhaitait, donc tu n'auras rien. Et donc, sans comprendre tout ce que tu as donné, tout ce que tu as mis pour être là sur scène. Et je vais vous dire, quand on est maître de cérémonie, on est garant de la bonne ambiance d'une soirée, du bon déroulement de l'événement. On donne tellement, la réussite de l'événement. Et on endosse tellement de responsabilités, surtout à une dot, par exemple, où il y a les parents du marié qui veulent dire quelque chose. Et tu sais que ça va détruire la cérémonie, alors tu deviens ennemi de la famille, de ceux qui célèbrent, pour protéger la réussite de l'événement. Et tu te dis, je le fais d'abord parce que ça doit réussir, mais je le fais parce que je suis payé pour ça. Et au final, on ne te paye pas. Donc les gens que tu as dû affronter pour la cérémonie, quand tu finis, te regardent avec un œil gauche et vous rentrez parfois sur le même chemin, vous marchez ensemble, ils t'insultent devant toi, mais tu es frustré d'avoir ces insultes en retour, tu es frustré de ne pas avoir été payé, d'avoir dépensé énergie, temps et tout le reste pour te donner. Et c'est arrivé tellement de fois. Ça arrive tellement de fois à des jeunes qui font ce métier qu'au final, on se retrouve frustré. Il n'y a que le fait qu'on est passionné par le domaine qui pousse à continuer. Et quand on est coach, on a pire que ça. Quelqu'un qui sait qu'il n'arrive pas à parler comme toi et qui voudrait parler comme toi, qui souhaite que tu le formes, mais qui se sent frustré quand tu lui dis un montant, les honoraires que tu voudrais facturer. Et nous sommes au Togo, aujourd'hui, tu ne peux pas parler avec de certains montants. Quand tu le dis à quelqu'un, tout de suite il est énervé. Il te prend pour quelqu'un d'orgueilleux. Comment tu peux te permettre de me dire un tel montant? D'abord, à ton âge et avec ton expérience, alors qu'il sait ce que tu vaux, il sait ce que tu peux lui apporter, mais il se sent offusqué du simple fait que tu as eu à dire un certain montant. Et la même personne, tu la verras donner 10 fois plus
pour être formé par quelqu'un qui ne vaut pas ce que tu vaux, mais qui vient de l'extérieur. C'est des frustrations, c'est des défis qui font que parfois on se dit, est-ce que je ne vais pas faire comme tout le monde, poser ma candidature pour la fonction publique, ou bien, là encore c'est compliqué dans nos pays d'Afrique, est-ce que je ne vais pas commencer à faire du marketing digital, du marketing de réseau, ou me lancer dans un business et abandonner. Vous voyez? Donc c'est des défis que je rencontre ou que j'ai rencontrés et que beaucoup continuent à rencontrer qui donnent l'envie de jeter l'éponge. Super. Voilà. Alors, Doriné, nous sommes donc malheureusement arrivés à la fin de cette émission, mais j'aimerais demander quelque chose. Oui. Un mot pour les jeunes qui nous suivent dans cette émission, ceux qui ont envie d'abandonner, ceux qui peut-être te prennent aujourd'hui également comme un modèle, parce qu'il y en a forcément tellement qui nous suivent dans cette émission et qui en t'écoutant, ça les inspire. Quel serait donc ton mot et en même temps le mot de fond et si possible un numéro, parce que tu es un coach formateur, il y a des leaders qui nous suivent dans cette émission, effectivement, qui ont bien envie de se faire accompagner. On pourra quand même, avec la grâce de New World, faire passer quand même cette information. En une minute, allons-y. D'accord, merci beaucoup. Vous savez, je suis encore très jeune et souvent j'aime dire que je n'ai pas l'outrecuidance de donner des conseils à des gens comme moi qui ont le même âge, de la même génération. Mais je peux me permettre de partager mon avis ou ma philosophie sur ce qu'on traverse. Je pense qu'en réalité, la raison pour laquelle aujourd'hui je demanderai à mes frères et à mes soeurs de ne pas abandonner, ce n'est pas parce que c'est facile, mais parce que je pense que si vous abandonnez, vous ne pourrez jamais demain dire par quoi vous êtes passé. La sagesse du pauvre est toujours minimisée, est toujours négligée. La seule manière pour que ce que vous traversez aujourd'hui devienne une histoire digne d'être racontée, c'est de tenir jusqu'au bout. Alors tenez d'abord pour avoir un jour le droit et la possibilité de dire ce que vous avez traversé. Et tenez également parce que si personne ne réussit seul, personne n'échoue également seul. Il y a des dizaines de personnes, voire des centaines, qui ne réussiront que si vous réussissez. Aujourd'hui, je suis président d'un club d'art oratoire qui réunit 50 à 70 jeunes chaque dimanche. Depuis maintenant 1 an, nous célébrons 1 an demain. Waouh! De 1 an demain, si j'avais abandonné, ces centaines de jeunes aujourd'hui n'auraient pas ce club. Parfois, il m'arrive de vouloir lâcher prise, mais je pense à ces personnes qui n'attendent que ma réussite ou qui ne comptent que sur ma réussite pour réussir également, trouver leur chemin. Si vous voulez demain avoir le plaisir de regarder des centaines de personnes et leur dire « Je suis heureux d'avoir réussi parce que ceux-ci n'auraient jamais réussi sans moi », n'abandonnez pas. Super. Un numéro? Alors, 99 35 228, 21, plus 208, oui, plus 228, voilà, plus 228, 99 35 21 69. 99 35 21 69. Appel comme WhatsApp. Vous avez tout compris. Si on pouvait le laisser, il passera toute l'émission à continuer par vous inspirer. C'était donc Doriné. Merci. Entre-temps, nous avions eu Rachel et Valeur qui nous ont aidés également à pouvoir poser des questions à Doriné. Nous sommes donc arrivés à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve naturellement la semaine prochaine, même heure, sur New World TV, et notamment sur New World Économie, pour continuer par vous inspirer. D'ici là, portez-vous bien. Appelez-moi Maestro Coco. Très très bientôt. Au revoir.